15h30 sur BFM TV, à la une de l'après-info, ce rebondissement dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin. 2 corps ont été retrouvés en Charente-Maritime, l'un à Virson et l'autre à Puyraveau. Les pompes funèbres viennent de se rendre sur place. Les gendarmes ont procédé à des fouilles dans toute la zone. Après, manifestement, des informations obtenues lors d'auditions. 2 hommes ont été mis en examen. Un 3e est en cours de déferment. On fait le point sur cette enquête avec Antoine Forestier sur place en Charente-Maritime, avec Chloé Giraud à Poitiers et en plateau avec Mélanie Vecchio du service police-justice. Pierre Palmade, pour l'instant, pas transférable en prison. Information BFM TV, le comédien doit être transféré demain du Kremlin Bicêtre dans un autre hôpital au Plessis-Robinson. Il doit être soigné 48 heures. 21 blessés, dont 18 enfants en urgence relative, les 2 adultes en urgence vitale. C'est le bilan de cet accident de car impressionnant, un car scolaire tombé dans un ravin en Isère à Corps ce samedi. Les enfants rentraient de colonies vacances en direction de leur commune d'origine à Sceaux, en région parisienne. On fait le point dans un instant. Des profs absents des transports à l'arrêt à 3 jours d'une journée de grève générale contre la réforme des retraites. Les débrayages ont déjà commencé dès hier dans des centrales électriques. Les raffineries sont appelées à en faire autant dès lundi. Tour de chauffe avant la journée noire du 7 mars que veulent les syndicats. Mais tout d'abord, ces découvertes à Virson et à Puyraveau. En Charente-Maritime, 2 corps ont été retrouvés après des fouilles. S'agit-il de Leslie et de Kevin, ces 2 jeunes disparus il y a 100 jours maintenant, dans les Deux-Sèvres? Antoine Forestier, vous êtes notre envoyé spécial sur place. Les pompes funèbres sont arrivées sur place. Les recherches des gendarmes dans toute la zone ont donc permis la découverte de ces 2 corps. Les pompes funèbres qui est arrivé ici il y a à peu près une dizaine de minutes. On sait que 2 corps ont été retrouvés. Un hier, le corps d'un homme. Il s'agirait donc du corps de Kevin. Et un corps également ce matin, le corps d'une femme. Il s'agirait donc du corps de Leslie. Les recherches qui avaient repris à 9h30 ce matin, elles avaient déjà duré une bonne partie de la journée d'hier avec de nombreux gendarmes sur le terrain qui quadrillent la zone, qui sont encore présents ici cet après-midi. Vous allez le voir sur ces images de Yoann Chérifi, une quinzaine de véhicules de gendarmerie. Il y avait également un drone qui a survolé cette zone pendant de longues minutes ce matin. Une zone qui est une sorte de bois d'à peu près 16 hectares, mais les recherches se sont concentrées à la lisière de ce bois pour les gendarmes. Une zone située à 5 km de la commune de Puyraveau, qui est une commune de 700 habitants, où on avait retrouvé en décembre dernier des effets personnels appartenant au couple dans une benne à vêtements. En début d'après-midi, le père de Kevin s'est rendu sur place. C'était peu après l'annonce de la découverte de ces 2 corps. Il est resté face aux gendarmes. Il a compris qu'il ne pourrait pas accéder à la zone de recherche et a finalement rebroussé chemin, gêné notamment par la présence de nombreux journalistes ici sur place. Cela fait 100 jours aujourd'hui que Kevin et Leslie étaient recherchés. Merci beaucoup Antoine Forestier avec Yoann Chérifi donc sur les lieux où les gendarmes ont procédé à des fouilles et ont donc fait ces découvertes. 2 corps ont été retrouvés. Mélanie Vecchio, Antoine le disait à l'instant, il y a cette image assez déchirante qu'on a vue, celle du père de Kevin. Qui réalise peut-être en quelque sorte. Oui, qui réalise et qui comprend que ses enfants, c'est-à-dire Kevin et Leslie, en tout cas l'un de ses enfants, ne sera pas retrouvé vivant. Et ça, c'est le fait de réaliser. Il est extrêmement difficile, notamment aussi via les proches de l'autre famille, de la famille de Leslie. On a pu parler à certains proches qui nous ont dit que cette famille y croyait encore, qu'elle pensait qu'ils étaient toujours vivants, quelque part. Cette famille qui, depuis le début de l'enquête, a beaucoup médiatisé, s'est beaucoup exprimé, justement pour que l'enquête puisse avancer, pour que les médias puissent s'en emparer et peut-être, via la médiatisation, faire avancer les choses, faire avancer cette enquête. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient. Ils tenaient même, eux, à mener leur enquête de leur côté avec ce petit carnet, souvenez-vous, qu'ils avaient, dans lequel ils notaient tout, ils notaient les avancées, ils notaient les détails dont ils se souvenaient. Ils avaient tout référencé dans ce petit cahier. Ils avaient même collé des affiches dans leur commune et dans les communes environnantes. La famille de Kevin, elle, avait organisé plusieurs battues. Et quand ce proche du couple a été mis en examen il y a quelques jours de cela pour enlèvement et séquestration. La famille de Leslie était persuadée que Kevin et Leslie étaient enfermés quelque part, mais toujours vivants.
Mélanie, par ailleurs, si cette enquête s'est d'un coup accélérée comme ça, on va le voir tout à l'heure notamment avec Chloé Giraud qui est à Poitiers, c'est parce que 3 hommes ont été interpellés, dont un qui va être déféré tout à l'heure. Oui, 3 hommes, dont le premier qui a été interpellé il y a plusieurs jours de cela. Il a été mis en examen. Il a été mis en examen pour enlèvement et séquestration. Et c'est cet homme qui a fait de nombreuses déclarations aux enquêteurs. Il a dit qu'il détenait des informations sur la disparition du couple. Il a nié avoir un rôle actif dans ce crime. On peut penser également que sa garde à vue a permis d'autres interpellations, d'autres gardes à vue. Un autre homme, justement, a été placé le lendemain en garde à vue. Il a été mis en examen. Il est, lui, soupçonné d'être soit l'auteur, soit l'un des auteurs, parce qu'on ne sait pas s'il y a des co-auteurs de ce crime, de ces crimes. Il a été justement mis en examen pour assassinat. Ça veut dire qu'il y a préméditation, que cet acte a été préparé. C'est en tout cas ce que pensent les juges d'instruction et les enquêteurs. Et puis il y a ce 3e homme qui actuellement est en cours de déferment et est en train d'être déféré. Cet homme, qui a 23 ans à ce stade, on ne connaît pas son implication, mais on devrait en savoir plus. Le procureur de la République de Poitiers devrait communiquer sur sa mise en examen ou non en fin d'après-midi. Alors justement, à Poitiers, c'est là qu'on vous retrouve, Chloé Giraud, pour BFM TV, avec ce 3e homme donc, qui est arrivé au palais de justice dans le cadre de cette enquête. Oui, tout à fait. Ce 3e suspect, on l'a vu arriver ici au palais de justice de Poitiers aux alentours de 12h30. Il a été transféré ici suite à ses 48 heures de garde à vue et même procédé que pour les 2 premiers suspects. Il est arrivé avec une escorte de la gendarmerie. Lui se trouvait à l'arrière du véhicule, camouflé par un drap blanc, de sorte qu'on ne puisse pas voir son visage ici. Il sera donc présenté dans la journée au magistrat instructeur qui pourrait décider d'engager contre lui aussi d'éventuelles poursuites. Ce que l'on sait sur ce 3e suspect, c'est que c'est un jeune homme âgé de 23 ans et qu'il est en lien avec l'autre jeune homme qui était lui le tout premier à avoir été mis en examen dans cette affaire. Vous savez, il s'agit de l'ami du couple, celui qui devait les héberger le soir où ils ont disparu et qui a lui été mis en examen pour enlèvement et séquestration et qui est actuellement donc placé en détention provisoire. Voilà, cette enquête autour de la disparition de Leslie et Kevin qui s'accélère considérablement ces derniers jours, ces dernières heures, avec notamment la découverte de ces 2 corps et donc l'audition de ce 3e suspect qui pourrait aussi permettre d'en savoir plus sur ce qui leur est arrivé. En tout cas, on devrait savoir d'ici la fin de journée si cette 3e personne est également mise en examen et placée en détention provisoire. Et on suivra tout cela avec vous en détail, Chloé Giraud, tout au long de cet après-midi. Vous êtes avec Grégory Joanne à Poitiers pour BFM TV. On en vient à présent à 15h36 à cette autre information BFM TV dans l'affaire de l'accident routier provoqué par Pierre Palmade. Le comédien sera transféré demain après-midi du centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne où il a été examiné. Direction l'hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine pour un traitement qui devrait durer 48 heures. Il n'est donc plus transférable en prison pour le moment. Un transfert du comédien qui est nécessaire pour procéder à des examens cardiaques une semaine après son AVC. Les explications d'Alain Ducardonnet, médecin cardiologue et consultant santé BFM TV. On sait qu'il y a eu un problème vasculaire, puisqu'il y a eu cet accident vasculaire cérébral, donc une artère probablement qui s'est encrassée. Et on sait aussi que la cocaïne est particulièrement toxique pour le cœur. Elle est toxique pour le muscle cardiaque, elle est toxique également pour les coronaires, les artères qui irriguent le cœur. Et donc il est tout à fait logique dans un bilan après une période d'exposition assez prolongée, semble-t-il, à la cocaïne, il est assez logique dans ce contexte-là de vouloir faire une coronarographie, c'est-à-dire de vouloir faire un examen des coronaires. Alors c'est une supposition, puisqu'on ne sait pas bien évidemment quel est le dossier de Pierre Palmade, mais dans la démarche médicale, pour un sujet classique, faire une coronarographie dans ce contexte d'exposition prolongée à la cocaïne est tout à fait légitime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on veut opacifier les artères du cœur pour voir si elles sont aussi encrassées, puisque celles du cerveau se sont exprimées. Est-ce qu'au niveau du cœur, les artères ne seraient pas aussi encrassées? Et si elles étaient encrassées de façon importante, éventuellement de mettre un stent, vous savez, ce petit ressort qui permet d'ouvrir les artères. Alors, pour faire cet examen, la question qui va se poser... il nécessite 48 heures, c'est ça, de traitement notamment? Oui, et surtout le problème, c'est qu'en fait, pour l'instant, il est hospitalisé donc à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Or, cet hôpital, qui a un service de cardiologie, ne dispose pas de coronarographie.
Et donc, on peut imaginer que le transfert se fasse vers Maryland Long, qui, lui, a un service de cardiologie médicale et chirurgicale. Et donc là, on pourra faire cette coronarographie. Et classiquement, aujourd'hui, faire une coronarographie, ça prend en effet 48 heures. On peut même parfois la faire en ambulatoire. Mais encore une fois, c'est un examen relativement simple. Donc, on va faire cette coronarographie. Et puis, s'il y a un geste nécessaire ultérieurement, éventuellement, l'hospitalisation pourrait se prolonger. Mais c'est l'hypothèse dans le contexte actuel. Je dis bien, ça reste une hypothèse qui paraît la plus légitime dans ce contexte de bilan d'une personne qui a été exposée à la cocaïne. On en vient à ces images impressionnante de ce car de transport scolaire dans un ravin à Corse, en Isère. 40 enfants se trouvaient à l'intérieur. L'accident a fait 21 blessés selon un dernier bilan de la préfecture, dont 2 adultes en urgence absolue. Sur place, on retrouve notre envoyé spécial Damien Charton avec un gros déploiement de pompiers depuis ce matin. Oui, il y a eu jusqu'à 90 sapeurs-pompiers qui sont arrivés ce matin, un peu après 8 heures. 2 hélicoptères également pour évacuer 21 blessés en tout, 2 personnes en urgence absolue, le conducteur et une accompagnatrice, et 19 personnes évacuées sur l'hôpital de Grenoble également, c'est blessé. Donc 18 enfants et 1 adulte. Alors ce qui s'est passé, c'est que cet autocar, donc transportant 46 personnes, a manqué son virage. Il a filé tout droit, comme vous voyez derrière moi, sous un pont autoroutier, une chute de 6 mètres en contrebas près d'un ruisseau. Les rescapés ont été pour l'instant évacués sur un hôtel de Corps où a eu lieu l'accident, un petit peu au-dessus du lieu donc, où je me trouve. C'est des écoliers donc, qui revenaient de colonies de vacances, qui étaient dans les Hautes-Alpes, tous originaires de la région parisienne. Pour l'instant, il n'y a plus de dispositif de sécurité sur place. Le car a été remorqué il y a un peu plus d'1 heure. Autre actualité ce samedi, la contestation contre la réforme des retraites. Dans les rues pour ce mardi de grève générale annoncé comme noir, le renseignement territorial envisage la mobilisation de 1,1 million à 1,4 million manifestants dans plus de 300 rassemblements prévus un peu partout en France. Alors avec des grèves dans les transports ou encore dans l'éducation prévues ce mardi, et alors que le mouvement a déjà commencé dans le secteur de l'énergie, comment avez-vous prévu de vous organiser pour aller travailler, pour garder les enfants mardi? Anne-Sophie Varmont, Camille Martin sont allés à votre rencontre à Saint-Étienne. Le récit de Milan Argelas. Margot craint une grève reconductible dans les transports qui pourrait durer. Alors, elle préfère ne rien prévoir la semaine prochaine et remplir un maximum son emploi du temps jusqu'à mardi. Sachant que je ne suis pas véhiculée et que vu que j'habite en centre-ville, je fais tout avec les transports. Si je ne les ai plus, je suis coincée. Avec un bébé, on ne peut pas sortir et se retrouver coincé en plein milieu de la grève. Il suffit qu'il ait faim ou autre chose et ça va être compliqué. Donc je préfère anticiper, faire les choses maintenant. Au moins comme ça, je suis tranquille après. Pour Zina, la dernière interrogation sur son organisation porte sur la possible fermeture de l'école de ses enfants. On ne sait pas si l'école fait grève. On va voir ce qu'il en est. Je pense que ce sera lundi où ça va être, la décision va être prise. Face à la grève, certains vont privilégier le télétravail. Un luxe dont ne bénéficie malheureusement pas Gwendoline, auxiliaire de vie dans un EHPAD. Mon travail, en fait, là, ce jour-là ne me le permet pas parce qu'on va fêter les anniversaires des résidents. D'autres avaient l'intention d'aller manifester, mais ne peuvent pas faire l'impasse sur une journée de travail. J'aurais pu aller manifester, mais là, je peux pas parce que le travail, c'est important. Et vous pouvez pas perdre une journée salariée? Je peux pas me le permettre. Je vais aller au boulot à pied ou en vélo. Il faut compter 1 heure, je pense. Le ministre des Transports parlait cette semaine d'un 7 mars extrêmement difficile dans les transports publics. D'autres secteurs comme l'énergie ou encore l'éducation devraient être fortement impactés. Alexis Cuvillier, le texte poursuit son chemin parlementaire. On a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée. Les sénateurs veulent le prendre sérieusement. En l'occurrence, ça commence par les régimes spéciaux. Des gens, à 3 jours d'une manifestation, ça met de l'huile sur le feu. Oui, l'article 1 du projet de réforme des retraites qui parle en effet de ces régimes spéciaux, qui portent sur la fin des régimes spéciaux et dont l'examen a bien débuté en effet au Sénat. Ça va peut-être un tout petit peu plus vite que certains ne le disaient du côté du Palais du Luxembourg. Il faut dire qu'il n'y a pas l'obstruction massive de la gauche, celle qui a pu être observée à l'Assemblée nationale.
sans surprise, par exemple, hier matin, la motion référendaire des groupes de gauche a été rejetée et des amendements de suppression de cet article qui porte sur la fin des régimes spéciaux n'ont pas été votés. On en est donc à l'examen de cette mesure très sensible et la proposition de la majorité LR au Sénat d'aller plus vite encore dans la suppression de ces régimes, de pouvoir éventuellement appliquer la mesure pour des personnes qui sont déjà en cours de carrière et de ne pas appliquer cette fameuse clause du grand-père. Eh bien, tout ça, ça a eu tendance un petit peu à électriser un peu la contestation. Et d'ailleurs, les syndicats hier des électriciens et des gaziers, lorsqu'ils ont évoqué leur volonté de commencer leur grève dès ce vendredi, ils ont parlé de ce contexte au Sénat pour justifier leur démarche. Côté gouvernement, si la suppression de ces régimes spéciaux n'a pas été remise en cause, une éventuelle application plus rapide a été écartée. L'exécutif se montre plus allant sur les autres concessions, les autres pistes qui sont évoquées, notamment par le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, notamment sur la meilleure prise en compte des carrières des femmes. Les socialistes se sont en tout cas engagé. Il y aura un débat sur l'article 7, le fameux article 7 avec la mesure du report de l'âge légal, débat qui n'a pas pu avoir lieu à l'Assemblée, on s'en souvient. En revanche, il est moins sûr que les forces de gauche soient toutes très motivées à aller jusqu'à un vote final sur le texte. On aura la réponse d'ici dimanche prochain minuit. C'est la dernière limite de la fin de l'examen au Sénat. Merci beaucoup pour ces précisions. Alexis Cuvillier, bonjour Mathieu Bolreda, vous êtes secrétaire général CGT des cheminots à Versailles. Alors tout d'abord, pour rebondir sur cet examen du texte au Sénat et donc cet article 1er sur la suppression des régimes spéciaux qui concerne notamment votre secteur, qu'en pensez-vous ? Non, bah écoutez, notre agenda n'est pas l'agenda parlementaire et encore moins celui particulièrement des sénateurs, dont le régime spécial, lui, est sauvé, d'après ce que j'ai compris, dans le régime spécial des sénateurs. Non, nous, notre agenda aujourd'hui, c'est de construire la grève. La bataille ne se passera pas au Sénat, manifestement, ni à l'Assemblée nationale. Elle se passera dans la rue, elle se passera dans les entreprises, où dès le 7 mars, tous les salariés de France, qu'ils soient du régime général, fonctionnaires ou des régimes spéciaux, parce que tous sont attaqués, eh bien sont appelés à la grève et à poser dès mardi la question de la reconduction du mouvement jusqu'au retrait du plan Macron. Et vous n'avez aucun espoir donc que ça se fasse légalement par la voie parlementaire, c'est-à-dire qu'il y a des représentants de la nation quand même qui sont élus pour ça, pour étudier, amender, voter un texte sur la réforme des retraites. Non mais écoutez, depuis le début, le gouvernement nous dit qu'il fera passer par tous les moyens qu'il a en sa possession, des bas raccourcis, avec ses amis LR, ou si finalement il les perd par 49.3, enfin bref, il fera passer cette loi et il n'y aura aucune négociation avec les organisations syndicales. Donc évidemment, nous n'attendons rien de ces débats parlementaires. D'ailleurs, ils nous ont dit de ne rien en attendre en vérité. Il n'y aura aucun débat, aucune concession du gouvernement. Donc ce gouvernement nous place en état de légitime défense sociale et donc on se retrouve contraint à devoir sortir du lobbying, des journées d'action isolées et d'en arriver à une stratégie de grève reconductible et de blocage du pays. On a beaucoup dit sur votre antenne, et je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, les sondages montraient que plus de 9 salariés sur 10 étaient contre la réforme. Mais il y a un autre sondage qui a été dit, mais qui passe souvent sous les radars, qui dit que plus de 6 Français sur 10 sont pour la stratégie de blocage de l'économie et de grève reconductible. Donc les Français nous demandent de monter le ton face à ce gouvernement et donc Vox Populi, Vox Dei, nous leur répondons. Alors, on voudrait savoir si vous êtes tout de même rassuré par cette promesse des sénateurs qui disent qu'à l'inverse de ce qui s'est passé à l'Assemblée, là, il y aura véritablement un débat sur l'article 7 qui traite donc de l'âge de départ légal à la retraite. Ça vous rassure, ça ? Non mais, enfin, je veux dire, c'est un numéro de duettiste qu'il y a depuis quelque temps entre le gouvernement et les Républicains pour savoir qui était le plus dur envers tel régime ou qui faisait peut-être une petite concession d'1 ou 2 trimestres pour tel élément de pénibilité ou pour les femmes. Enfin, plutôt pas, d'après ce qu'on comprend. Enfin bref, on voit bien que tout ça, ce sont que des petites billevesées à la marge et qui ne concernent pas le cœur du projet. Le cœur du projet qui est rejeté par tout le monde et qui n'est porté aujourd'hui finalement plus que par Renaissance, les Républicains
le MEDEF et le FMI qui ont fait cette sainte alliance contre l'ensemble du monde du travail. Ce sera 2 ans pour tout le monde et des pensions plus basses pour tout le monde, parce qu'avec l'accélération de la loi Touraine, on va se retrouver avec des pensions plus basses. Et c'est pour tout le monde, qu'on soit des régimes spéciaux, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit du régime général, qu'on soit homme ou femme, avec ou sans pénibilité, tout le monde aura la douloureuse à payer. Donc c'est tous les salariés qui aujourd'hui rejettent l'ensemble de ce plan et non pas telle ou telle mesurette ou tel artifice d'adoucissement. Bon, alors, très concrètement, Mathieu Bolreda, juste rapidement, une dernière question. Mardi, c'est quoi? Vous voulez marquer le coup mardi ou c'est le début d'une journée de blocage reconductible jusqu'à ce que, vous l'espérez, le gouvernement retire ce texte? On n'est plus du tout sur marquer le coup aujourd'hui. On est sorti de ces journées d'action-là. Il y a des appels à la grève reconductible, à la SNCF, à la RATP, dans toutes les raffineries de France, chez Sanofi, chez les verriers et céramiques, dans les ports et docks, dans l'énergie, vous l'avez cité, il y a déjà des actions aujourd'hui dans les centrales nucléaires. La grève reconductible commence mardi. Nous appelons, nous, la CGT et les intersyndicales dans ces secteurs, l'ensemble des salariés de ce pays dans les bureaux, les chantiers, les ateliers, à faire grève mardi et à se réunir en assemblée générale pour reconduire le mouvement jusqu'au retrait. Je crois que c'est extrêmement clair. Là-dessus, il n'y a aucune surprise, non ? Merci beaucoup, c'est vous qui le dites. On vous laisse la responsabilité de cette déclaration. Merci Mathieu Bolreda, secrétaire général CGT cheminot de Versailles. 15h49, on en vient à cette autre actualité, à ces 25e et 26e féminicides depuis le début de l'année, selon le collectif féminicide.fr. L'un à Amiens, dans la Somme, où une femme a été retrouvée morte sur le parking d'un hôtel, poignardée dans la tempe, assénée par son ex-compagnon, et l'autre en Gironde, où le corps d'une autre femme, une cinquantenaire, a été découvert lardé lui aussi de coups de couteau à son domicile. C'est à Saint-Laurent-d'Ars, près de Bordeaux. C'est là qu'on vous retrouve, Anne-Laure Bance, pour BFM TV. Le principal suspect, son ex-conjoint, déjà condamné pour des faits de violence, s'est donné la mort. La femme avait pourtant porté 2 plaintes récemment. Oui, la victime âgée de 54 ans s'était séparée à la mi-janvier de son ex-compagnon. Et vous le disiez, elle avait porté plainte 2 fois, le 5 et le 23 février dernier, auprès de la gendarmerie. Hier, son ex-compagnon se présente à son domicile juste derrière nous et s'introduit par effraction en brisant la fenêtre d'une chambre située à l'arrière de la maison. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme a violemment poignardé son ex-compagnon à plusieurs reprises, notamment au niveau de la gorge et de l'abdomen, entraînant sa mort. Lorsque les gendarmes arrivent sur place, ils retrouvent le suspect pendu à l'intérieur du garage qui est verrouillé de l'intérieur. Le suspect principal dans cette affaire était déjà connu, notamment il avait été condamné en 2006 à 20 ans de réclusion pour tentative d'assassinat sur son ancienne conjointe. Le ministère de l'Intérieur a indiqué l'ouverture d'une enquête auprès de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Merci beaucoup Anne-Laure Bance avec Juliane Roland. La météo, tout de suite. La météo avec People & Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Installez-vous en toute sécurité devant la météo avec Modif.fr, le spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Vos prévisions pour ce week-end et ce dimanche. Après un samedi plutôt calme, assez nuageux quand même, notamment sur les régions du nord. On le voit bien ici sur cette animation satellite. On a quelques nuages également qui traînent sur le centre-est du pays. Ailleurs, c'est plutôt ensoleillé. Et puis demain matin, on va retrouver beaucoup de grisailles sur les régions du nord, des nuages bas, des pluies également qui resteront très faibles. Quelques flocons sur le nord-est. Et puis on aura ces plaques de grisailles aussi sur le sud-ouest. Ailleurs, ce sera du soleil. Attention sur le relief corse, un risque d'avalanche très élevé. C'est assez rare. Dans le courant de l'après-midi, les éclaircies vont gagner du terrain sur la majeure partie du pays quand même, mais au nord, on va quand même rester sous les nuages, même si ça aura tendance à se morceler un petit peu par rapport au matin. On aura encore
quelques pluies mais très faibles et quelques flocons au-dessus de 500 mètres ici sur le Jura. Toujours du vent en Méditerranée. Vos températures en tout début de matinée, des valeurs qui seront stationnaires. Moins 5 degrés à Aurillac, on ira jusqu'à 7 degrés, ce sera pour Nice. Il fera 4 degrés seulement à Paris. Et dans le courant de l'après-midi, les températures ne bougent pas, toujours inférieures au normal avec 8 à Paris et 18 quand même du côté de Perpignan. C'était la météo avec People & Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo en toute sécurité avec Modif.fr, le spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Votre programme avec Hiscox, l'assureur des TPE et des indépendants. Et comme on vous connaît très bien, on sait que ça va vous plaire. Découvrez la gamme Jeep désormais 100% électrifiée et profitez de la prime reprise Electric Freedom de 4 500 € sur Renegade et Compass. Montblanc, Legend Red, le parfum. Au cours des années, votre vie changera. Votre famille changera. Vous changerez. Mais avec les lits, matelas, oreillers et accessoires Emma, votre sommeil restera toujours aussi agréable. Profitez de réductions jusqu'à 40% et de 100 nuits d'essai gratuits sur emma.fr. Du coup, je le mets où celui-là? Direct Assurance, bonjour. Oui, j'ai souscrit sur votre site hier soir. Résultat, mon appart est déjà assuré. Bravo. On m'avait dit que vous étiez super. Et ben vous savez quoi? Vous êtes les meilleurs. Et pour 2, 3, 4 contrats souscrits, c'est 2, 3, 4 mois remboursés. Vous avez envie de perdre 1, 2, voire 3 tailles de pantalon? Avec Comme J'aime, c'est super simple. Vous avez 25 secondes pour scanner ce QR code. 1. Sortez votre téléphone. 2. Scannez le QR code juste ici. 3. Faites votre devis en ligne avec un conseiller minceur. Et 4. Mincissez. N'attendez plus pour scanner ce QR code. C'est simple, gratuit et sans engagement. Surtout, ne ratez pas votre chance. Allez-y, il ne vous reste plus que 5 secondes pour le scanner et vous pouvez toujours nous retrouver sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Bonjour, je suis un hôtel de luxe à Paris. Venez donc profiter de la vie le temps d'un week-end. Je cherche quelqu'un qui aime les restaurants étoilés, les vues imprenables sur la ville, les visiteurs d'exception, les cadres somptueux et des croissants tout chauds sous du lit. Alors, laissez-vous aller et découvrez l'endroit parfait pour vous. Il y a un temps pour plaire à tout le monde. Et celui-ci est révolu. Votre style, il est unique et pourtant il évolue tous les jours. Il ne rentre dans aucune case. Et ça tombe bien. Taigo, le SUV coupé de Volkswagen. N'en faites qu'à votre style. En ce moment, profitez de 2 800 € d'avantages clients pour l'achat d'un Taigo. Disponible immédiatement. Volkswagen. Engagement, solidarité, protection, des valeurs qui guident vos gestes. En tout lieu, toutes circonstances. Le groupe AGPM soutient les forces de défense et de sécurité. Vos valeurs nous engagent. Groupe AGPM. Santé, prévoyance, assurance, retraite. Hé, Reflex! Oh, Reflex! Avec l'offre Reflex, étalez le paiement de votre téléphone 5G sans aucun frais. C'est encore la même offre que Free, ça? Ouais. Oui, un jour peut-être, Rif fera mieux que Free. En attendant, avec FreeFlex, étalez facilement le paiement de votre téléphone 5G.
Merci Free. Et si vous repreniez le pouvoir sur votre épargne? Avec Meilleur Taux, faites les meilleurs choix de placement pour préparer votre retraite, réduire vos impôts et trouver votre assurance vie. Alors comme plus de 3 millions de Français, reprenez le pouvoir avec Meilleur Taux. On ne choisit pas ses voisins, mais on peut trouver sa maison idéale sur Se Loger. Achetez, louez, vendez sur le site immobilier préféré des Français. Ah, Se Loger, vous avez les clés. Dans quelques secondes, Kiki va rien comprendre à ce qui se passe. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot incroyable de près de 140 millions d'euros. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. Avec Fram, cap sur les Caraïbes pour découvrir les îles Grenadines en catamaran. Envie de perdre du poids la nuit et de brûler vos graisses le jour? Découvrez Anaca 3 minceur jour-nuit, le premier complément alimentaire qui allie 2 formules. Une formule jour qui aide à brûler les graisses et favorise l'amincissement la journée. Une formule nuit qui aide à rester mince et favorise la perte de poids la nuit. Anaca 3 minceur jour-nuit, un programme 2 en 1 disponible en pharmacie et sur anaca3.com. 1893, naissance de la marque Thomson. Ensemble, nous nous sommes instruits. Ensemble, nous nous sommes construits. Ensemble, nous nous sommes unis. 2023, naissance de la centrale photovoltaïque du futur Thomson. Aujourd'hui installée chez vous par Groupe Verlaine à partir de 9 900 € pour 3 kilos. Garantie 25 ans. Rendez-vous sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Avec Ford, faites des économies à chaque plein avec la gamme hybride 85 et rencontrez le Kuga à partir de 349 € par mois pendant les moments Meet My Ford. – 16h sur BFM TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Ces 2 corps découverts en Charente-Maritime, à Virson, où les gendarmes procédaient à des fouilles dans le cadre de l'enquête pour la disparition de Leslie et Kevin. 100 jours que le jeune couple n'avait plus donné signe de vie. 2 hommes ont été mis en examen. Un 3e est présenté à un juge. Également à la une, 21 blessés, dont 2 adultes graves et 18 enfants et un adulte en urgence relative. Bilan d'un accident de car scolaire survenu en Isère. Les enfants rentrés de colonies de vacances en direction de leur commune d'origine à Sceaux, en région parisienne. Les enfants devraient pouvoir reprendre le train demain pour entrer dans les Hauts-de-Seine après 2 derniers examens médicaux. Du nouveau dans l'affaire Pierre Palmade, information BFM TV, le comédien va être transféré demain après-midi du CHU du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne à l'hôpital Marie-Lane Long au Plessis-Robinson pour y être soigné 48 heures. Son transfert en prison n'est donc pas possible pour le moment. Et puis J-3 avant un mardi noir de mobilisation contre la réforme des retraites. Transport, éboueurs, écoles, les principaux syndicats se disent prêts à mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs. Dans celui de l'énergie, une grève reconductible a déjà démarré depuis hier. Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes publics, s'exprime depuis le Salon de l'Agriculture à Paris. Et c'est donc sur cette réforme des retraites qu'on écoute le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, sur BFM TV. C'est pour moi de venir ici au Salon international de l'agriculture. Je suis ici sur le stand de Bretagne avec beaucoup d'élus, de députés qui sont derrière moi. C'est très important parce qu'on a une grande chance en France. On est la première puissance agricole européenne. On a des éleveurs, des agriculteurs, des producteurs qui sont d'une extraordinaire qualité, qui traversent des moments difficiles évidemment avec la crise de l'inflation. C'est pour ça qu'on a déployé énormément de soutien financier pour les aider. Je pense aux 600 millions d'euros face à l'augmentation du coût des matières premières, des engrais, de l'alimentation animale. Je pense aux dispositifs qu'on a mis en place face au coût de l'énergie. Il faut aussi qu'on investisse avec eux et pour eux pour une agriculture d'avenir, moderne, innovante. On a doublé la surface de bio dans notre pays. Il faut qu'on continue à soutenir l'agriculture biologique, mais aussi tous les nouveaux dispositifs, les nouvelles techniques qui peuvent accompagner nos agriculteurs face aux grands défis du changement climatique, les défis sanitaires et puis les défis évidemment économiques et commerciaux. C'était important pour moi de venir faire ce point avec eux. Il va falloir aussi accompagner les ménages avec l'inflation qui continue de grimper ces derniers temps.
On a beaucoup parlé du panier anti-inflation, on a l'impression que c'est très compliqué à mettre en place. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, on le verra mis en place, ce panier anti-inflation? Il y a une inflation dans notre pays qui est importante. Je pense que les Français sont conscients que c'est un phénomène mondial. Il y a de l'inflation dans tous les pays dans le monde. C'est lié à la situation géopolitique en grande partie. Mais je pense que ce qui est dur pour les Français, c'est précisément que cette inflation, elle dure et qu'ils ont parfois le sentiment de ne pas en voir le bout. Il y aura un bout du tunnel. Il y aura un bout du tunnel et notre responsabilité dans l'intervalle, c'est d'accompagner les Français autant que possible. L'État a fait une partie importante du chemin avec le bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité et du gaz. Normalement, les Français devraient voir leur facture d'électricité augmenter de 120%. Elle n'augmentera que de 15%, puisque l'État compense la différence. On a fait beaucoup aussi en investissant auprès des filières. Vous savez, on a mis 600 millions d'euros pour réduire les coûts, par exemple, de l'alimentation animale pour nos éleveurs. J'ai échangé avec les éleveurs ici. Ils m'ont dit, c'est 600 millions d'euros. C'est 600 millions d'euros de hausse en moins pour les coûts qui seraient répercutés sinon sur la facture des Français. Donc il y a cette action qui est extrêmement forte. Maintenant, il faut qu'il y ait une action collective. Et moi, je le dis, je n'ai pas rencontré un seul agriculteur, un seul éleveur, un seul producteur qui m'a dit qu'il se gavait avec des marges mirobolantes. Et donc c'est sur toute la chaîne qu'il faut agir. Et moi, évidemment, j'appelle aussi la distribution à faire un effort sur ses marges, les gros industriels à faire un effort sur leurs marges. L'enjeu, c'est quoi? C'est tout simple. Panier ou pas panier, l'enjeu, c'est la facture et le ticket de caisse des Français, avec des Français qui, je le dis, ont le sentiment d'en avoir moins dans leur caddie et plus sur le ticket de caisse. C'est sur ça qu'il nous faut agir. Panier ou pas panier? Encore une fois, quel que soit le dispositif, que ce soit des prix coûtants, des prix bloqués, des remises promotionnelles, du panier, ce qui compte, c'est le ticket de caisse à la fin pour les Français. Et moi, je le dis par ailleurs, ma préoccupation, c'est les Français qui travaillent et la classe moyenne. C'est ces Français qui ont toujours le sentiment d'être trop riches, entre guillemets, pour être accompagnés et pas assez riches pour s'en sortir tout seuls. Qui voient parfois passer des dispositifs de soutien pour des personnes qui, peut-être, eux, ne travaillent pas, alors qu'eux-mêmes travaillent, font des efforts et pourtant ont du mal à s'en sortir. Donc moi, en tant que ministre du Budget, dans les dispositifs auxquels je travaille, auxquels je réfléchis, ma priorité, c'est la France qui travaille et la classe moyenne. Qu'est-ce que vous dites aussi à ces gens qui travaillent et qui vont être impactés? Vous avez croisé tout à l'heure quelqu'un qui vous disait inquiet, qui se disait inquiet pour la grève de mardi. Est-ce que vous aussi, ça vous inquiète, le mouvement qui risque d'être reconduit pour les jours qui vont suivre? Moi, je respecte le droit de grève, le droit syndical qui est constitutionnel. Maintenant, j'appelle à deux choses. J'appelle à la responsabilité et j'appelle aussi à sortir de l'hypocrisie ou d'une forme d'hypocrisie. Quand j'entends des responsables expliquer qu'ils veulent bloquer la France, en réalité, c'est les Français qui vont bloquer. Quand j'entends certains qui disent qu'ils veulent mettre l'économie à genoux, c'est les travailleurs qui vont mettre à genoux. Et surtout, c'est toujours ceux qui sont les plus en difficulté. Ceux qui trinquent, en général, c'est ceux qui triment. C'est-à-dire les Français qui doivent se lever le matin, prendre leur métro, leur RER, leur voiture pour aller travailler. Les cols blancs, en général, ils peuvent télétravailler. En général, ils peuvent aller travailler en vélo parce qu'ils habitent pas très loin de leur travail. Ceux qui galèrent le plus quand il y a des blocages, c'est les Français qui travaillent le plus dur. Et c'est pour ça que j'appelle à la responsabilité. Et évidemment, c'est pour ça que notre porte a toujours été ouverte et toujours ouverte pour échanger avec les organisations syndicales. Par ailleurs, il y a un travail qui est en cours au Parlement puisque le projet de loi est examiné en ce moment au Sénat. J'y étais hier soir, j'y retournerai dans quelques temps, précisément pour tenir compte aussi des préoccupations, des inquiétudes, des doutes. Après, je crois profondément que si on ne faisait pas cette réforme et que dans quelques années, on se retrouvait en incapacité de payer la pension de 20 millions de retraités chaque mois, là, on aurait des difficultés beaucoup plus importantes socialement. Donc c'est aussi une responsabilité de notre part que de faire cette réforme pour pouvoir continuer à payer la pension de 20 millions de retraités dans les années à venir. Il y avait 12 millions de pensions de retraite à payer chaque mois au début des années 2000. Il y en aura 20 millions à payer dans les prochaines années. C'est un quasi doublement sur une génération. Aucun pays ne peut affronter un tel choc sans réformer son système de retraite. Tous les pays autour de nous l'ont fait. Maintenant, il faut évidemment tenir compte des carrières, de la pénibilité, parce que la réalité, c'est qu'on ne commence pas tous à travailler au même âge, qu'on ne travaille pas tous dans les mêmes conditions, qu'il y a des Français qui arrivent usés, voire brisés au moment de la retraite, et que c'est normal qu'ils puissent partir avant les autres, bien avant les autres. C'est pour ça que dans notre réforme, 4 Français sur 10 partiront avant 64 ans, et bien avant 64 ans pour certains d'entre eux. Oui, on doit continuer à convaincre et on doit continuer à écouter, à entendre et à tenir compte de ce qui est exprimé par les Français. C'est le travail et le rôle du Parlement, c'est ce qui a lieu en ce moment au Sénat et je suis évidemment très attaché à ça aussi. Notamment à l'initiative de la droite au Sénat
sur les carrières, sur le départ en retraite des femmes, par exemple? Oui, on voit bien que les sénateurs souhaitent travailler sur différents sujets qui sont aussi des enjeux de préoccupation pour nous. La question de la retraite des femmes. On sait qu'au moment de la retraite, elle catalyse, entre guillemets, beaucoup d'inégalités qui existent dans la carrière professionnelle entre les femmes et les hommes. Et qu'aujourd'hui, les femmes ont des retraites moins importantes que les hommes. La revalorisation des petites pensions qu'on a décidée, elle bénéficiera 2 fois plus aux femmes qu'aux hommes. Il y a probablement d'autres dispositifs qu'on peut imaginer pour que les retraites des femmes soient améliorées au moment où elles partent en retraite. C'est avec ça qu'on veut travailler, c'est sur ça qu'on veut travailler avec les sénateurs. Il y a la question aussi de l'emploi des seniors, sur lequel on peut porter des dispositifs nouveaux, en plus de ceux qui sont prévus dans la réforme. Il n'y avait pas une question aussi sur... Voilà, on vient d'entendre donc Gabriel Attal et Alexis Cuvillier. On va revoir ce qu'a dit le ministre délégué au compte public dans le cadre de ce salon de l'agriculture, qui a notamment donc parlé de cette manifestation, de cette mobilisation qui va revenir sur le devant de la scène mardi 7 mars, en rappelant qu'il y avait un travail, un débat parlementaire, mais que visiblement le gouvernement n'était pas non plus fermé à discuter avec les syndicats. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Oui, il disait en effet que la porte était toujours ouverte. L'inverse aurait été un peu étonnant dans sa bouche. Mais lui, il continue à défendre, Gabriel Attal, comme ses collègues du gouvernement, le fait que si on ne faisait pas cette réforme, selon eux, il y aurait des difficultés très importantes dans l'avenir pour payer les pensions des retraités. Sur cette journée du 7 mars qu'on annonce comme une journée très compliquée dans les transports, le ministre rappelle qu'évidemment le respect du droit de grève est constitutionnel, et dans le même temps, il tacle les syndicats quand il dit si on met l'économie à genoux, ce sont les travailleurs qui vont se retrouver à genoux. Ça, c'est une référence directe aux propos des leaders syndicaux lorsqu'ils ont décrit un peu la mobilisation cette semaine. Je crois que c'était lors d'une conférence de presse mercredi soir ou jeudi soir, si ma mémoire est bonne. Les cols blancs, eux, ils peuvent télétravailler, a dit Gabriel Attal. Sous-entendu, finalement, il y a une forme d'hypocrisie des syndicats qui n'aident pas les travailleurs lorsqu'ils soutiennent cette journée de blocage. On imagine bien que du côté des syndicats, on voit pas du tout les choses comme ça. Là où c'était aussi intéressant aujourd'hui, la prise de parole du ministre du budget, c'est bien sur ce fameux panier contre l'inflation. On n'y voit pas très clair. La situation reste floue. On ne sait pas la forme que ça prendra. On n'a toujours pas bien compris la forme que ça allait prendre. On sait que la ministre Olivia Grégoire était très attachée à la mise en place de ce projet, plus ou moins torpillé par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de limites et de difficultés à mettre en place de tels procédés. Elisabeth Borne hier sur notre antenne dit il y aura bien des annonces qui seront faites contre l'inflation. Et Gabriel Attal a confirmé un peu cette volonté du gouvernement d'agir en disant panier ou pas panier. Pour moi, le plus important, ça reste ce qu'il y a sur le ticket de caisse. Ma préoccupation, ce sont ces Français qui travaillent, qui n'ont pas forcément accès à toutes les aides. Il faut que l'État continue de les soutenir, même si à ce stade, on n'a pas toujours pas bien compris à quoi le geste de l'État allait ressembler. Il me semble en tout cas appeler les gros industriels, je cite, à un effort pour l'instant. Merci beaucoup, Alexis. Dans l'actualité également, c'est le pire des scénarios, celui que redoutaient les familles de Leslie et Kevin, ce jeune couple disparu dans les Deux-Sèvres en pleine nuit. C'était il y a un peu plus de 3 mois maintenant. Antoine Forestier, vous êtes à Virson pour BFM TV en Charente-Maritime. Les gendarmes ont fouillé la zone et ont découvert 2 corps. Oui, des recherches qui avaient démarré hier. Un premier corps, celui d'un homme, a été retrouvé. Aujourd'hui, c'est le corps d'une femme qui a été retrouvée il y a quelques minutes. Les pompes funèbres ont quitté les lieux. Des recherches qui avaient repris ce matin aux alentours de 9h30 avec un dispositif assez important de gendarmes. Dispositif qui est toujours présent. Vous allez le voir sur ces images de Yoann Chérifi. Il y a encore une quinzaine de véhicules de gendarmerie présents ici sur place, malgré le départ donc des pompes funèbres il y a quelques minutes. Ce matin, on a pu apercevoir également un drone qui a survolé la zone pendant de longues minutes. Il s'agit d'une zone boisée, d'un petit bois d'environ 16 hectares, mais les recherches se sont concentrées en lisière de ce bois. Selon nos informations, c'est une des personnes qui était en garde à vue cette semaine, une des 3 personnes qui a donné cette indication aux gendarmes, raison pour laquelle les recherches se sont concentrées ici. Nous sommes à environ 5 km de la commune de Puyraveau. C'est dans cette commune de 700 habitants que des effets personnels appartenant à Leslie et à Kevin avaient été retrouvés début décembre.
On sait que dans cette affaire, il y a déjà 2 personnes qui ont été placées en détention provisoire. Une 3e est actuellement déférée au parquet de Poitiers. Et puis vous dire également que peu de temps après l'annonce de la découverte de ces corps, le père de Kevin s'est rendu sur place. Il était accompagné de 2 personnes. Il est resté prostré face aux gendarmes lorsqu'il a compris qu'il ne pourrait pas accéder à la zone de recherche et a finalement rebroussé chemin et quitté les lieux. Merci Antoine Forestier, en direct de Virson, en Charente-Maritime, avec Yoann Chérifi et Mélanie Vecchio. On a entendu dans les mots d'Antoine, le père de Kevin est forcément atterré à la suite de cette découverte, même si une autopsie doit être menée, qu'on n'a pas encore identifié ces corps, mais effectivement, très probablement, il s'agirait de Leslie et de Kevin. La famille qui perd espoir à ce stade ? Oui, la famille de Leslie, les familles de Leslie et Kevin qui y croyaient, en tout cas la famille de Leslie avec laquelle nous avions pu échanger juste avant cette triste nouvelle, et ses proches qui nous relatent encore une fois que cette famille qui y croyait dur comme fer, qui entretenait finalement cette enquête via un petit carnet qu'elle avait dans lequel elle notait tout, elle notait les avancées de l'enquête, ce que pouvaient leur dire les amis de Leslie, les amis de Kevin, une sorte d'enquête en parallèle. Elles avaient la belle-mère, Émilie, la belle-mère de Leslie, avait notamment collé des affiches. Il y avait eu des appels à témoins qui avaient été faits. En revanche, la famille de Kevin, elle, avait décidé d'organiser deux battues citoyennes qui n'avaient malheureusement rien donné. Et puis, ce que l'on sait également, c'est que quand la première personne, ce premier homme, ce proche de Kevin et Leslie, a été placé en garde à vue, mis en examen pour des chefs d'enlèvement et sur des chefs d'enlèvement et de séquestration, eh bien, la famille de Leslie pensaient réellement que Kevin et Leslie étaient enfermés quelque part, étaient séquestrés quelque part. Donc, ils avaient réellement cet espoir qu'ils soient vivants, qu'ils soient retrouvés vivants par les enquêteurs, par les gendarmes qui mènent l'enquête, justement. Merci beaucoup, Mélanie Vecchio, pour toutes ces informations. Dans l'actualité, également cet accident de car scolaire à Corps, en Isère, véhicule qui transportait 40 enfants originaires de Sceaux en colonie de vacances. Ils provenaient de la région parisienne. Le dernier bilan transmis par la préfecture fait état de 21 blessés, dont deux adultes en urgence absolue. Valentin Piovesan. Le car a fait une chute de 6 mètres dans ce ravin. Il est 8h45 ce matin quand le véhicule effectue une sortie de route à hauteur de la commune de Corps. À son bord, 40 enfants et 6 adultes. L'impact s'est passé vraiment 3 secondes et il y a eu plus le choc au début. Comme on prenait le car, du coup, on ne s'y attendait pas du tout, vu que tout le monde se reposait. Et moi, je me suis juste réveillé au moment où il y a eu l'impact. Et ça a été le choc, du coup, pour moi comme pour les enfants. J'entendais des cris, des hurlements, le klaxon, du coup, aussi. On était pris de peur, mais on a su bien gérer, du coup. Avec l'équipe, on a su bien gérer. Il y a eu plus de peur que de mal. Et voilà, et les enfants là, ils vont bien, on prend bien soin d'eux, ils ont mangé. D'après le procureur de la République de Grenoble, tous les enfants avaient bouclé leur ceinture de sécurité. Dépêchés sur place, 90 sapeurs-pompiers du SDIS de l'Isère et 2 hélicoptères ont pris en charge les nombreuses victimes. Nous dénombrons 2 personnes en urgence absolue, donc blessées gravement, et 19 personnes blessées plus légèrement. Des enfants qui revenaient d'une colonie de vacances, ils devaient rejoindre la gare de Grenoble. Désormais hébergés dans cet hôtel, le temps d'organiser leur rapatriement. Nous attendons un car qui va les redescendre sur l'agglomération grenobloise et demain matin, ils reprendront le train en direction de leur ville d'origine en région parisienne. Une enquête a été ouverte et confiée aux gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière de l'Isère. Selon les premiers éléments, le conducteur aurait été victime d'un malaise. On le disait, ces enfants sont originaires de Sceaux, en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine. Vraisemblablement, demain, ils pourraient rejoindre cette commune. Mais Marion Rossel, vous êtes sur place à la mairie de Sceaux. La communication avec les familles, notamment, a été assez difficile puisque les enfants n'avaient pas leur portable avec eux. Et les parents, on l'imagine, ont dû être inquiets à un moment. Oui, très inquiets. Alors, toutes les familles ont été prévenues dès ce matin par les officiers de la mairie. Des familles inquiètes qui se sont rendues pour la plupart ici à la mairie de Sceaux pour avoir de plus amples informations. Alors, ils ont été reçus par le maire et son équipe. Alors, il y avait 60 enfants en tout partis en colonie de vacances, mais 40 qui étaient dans le bus accidenté. Un premier car avec une vingtaine d'enfants est rentré. Ils n'étaient pas concernés par l'accident. C'était les enfants les plus jeunes de la colonie. On a vu ces familles soulagées de retrouver leurs enfants et puis ces autres familles qui attendaient donc des nouvelles de leurs petits, qui n'avaient pas de téléphone, donc ils n'avaient pas de nouvelles, des nouvelles qu'ils devraient avoir un peu plus tard dans l'après-midi. Mais ils nous ont confié leur inquiétude. Je vous propose de les écouter au micro d'Hugo Dorsemène.
Le sentiment, c'est l'attente, au moins avoir de leurs nouvelles, ce qui est normalement prévu. Eux, ils doivent être un peu traumatisés, nous aussi un petit peu aussi. On est inquiets, donc on espère qu'ils seront là demain. Fort heureusement qu'on nous a informé que ma fille était dans le bus qui n'est pas concerné par l'accident. Il y a eu un retard de 2 heures et on attend ici à la mairie pour récupérer notre fille. Vous l'avez entendu, les parents étaient rassurés mais demeurent très inquiets. Alors les enfants sont dans un hôtel à Corps en Isère où ils ont pu déjeuner et se reposer. La mairie de son côté est en train d'organiser leur retour. Il faut trouver des places dans les trains en ce week-end de retour de vacances pour un retour au plus tard demain. Marion Russell avec Hugo Dorsemène, merci à vous. C'est une information BFM TV. Pierre Palmade va quitter le CHU du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne pour un autre hôpital, Marie-Lane Long au Plessis-Robinson. Le transfert doit se faire demain après-midi pour un traitement de 48 heures, une semaine après son AVC. Il n'est donc pour l'instant pas transférable en prison selon une source proche du dossier. Notre actualité à 16h18, ce scénario qui se répète encore et encore. Une femme tuée par son ex-compagnon contre qui elle avait pourtant déposé 2 plaintes depuis leur séparation. Les faits se sont déroulés au domicile de la cinquantenaire. C'était hier à Saint-Laurent-d'Ars en Gironde. L'homme avait déjà été condamné pour une tentative d'assassinat sur une ancienne conjointe. Forcément, ça fait réagir et jusqu'au ministre de l'Intérieur. Hugo Smag, Lina Boudjirudi. La victime avait alerté ses proches. C'est eux qui ont contacté la gendarmerie. Arrivés sur place une vingtaine de minutes plus tard dans la commune de Saint-Laurent-d'Ars, les forces de l'ordre retrouvent le corps sans vie d'une femme de 54 ans dans son logement. Un grand couteau à viande est posé à côté d'elle. Le médecin légiste précise dans ses constatations: un égorgement profond et de nombreux coups de couteau au niveau de l'abdomen, sur les mains et les membres inférieurs portés après la mort. L'auteur présumé des faits serait son ex-compagnon dont elle était séparée depuis plusieurs semaines. Au cours du mois de février, elle avait déposé 2 plaintes à son encontre. Ces dernières n'ont jamais été portées à la connaissance du parquet. Je suis attristé, bien sûr. D'autant que j'ai discuté avec la sœur hier. Dans ce qu'elle disait aux gens qu'elle avait au téléphone, elle disait que c'était quelque chose d'attendu ou de possible. Oui. Lui est âgé de 62 ans et a été condamné en 2006 pour tentative d'assassinat sur son ancienne conjointe. Il a été découvert par les gendarmes, pendu dans le garage de la victime. Le procureur du tribunal de Libourne s'est rendu sur place. Les autopsies des 2 corps seront pratiquées dès demain. Et dans la Somme, une autre femme de 27 ans a été tuée à coups de couteau à la tempe, tuée par son ex-conjoint. Là aussi, c'était hier soir sur le parking d'un hôtel à Amiens. Elle avait récemment porté plainte contre lui une nouvelle fois pour des violences conjugales. Le couple s'était séparé l'été dernier, mais l'homme a continué à la harceler malgré son interdiction de l'approcher. Il est actuellement hospitalisé après s'être donné lui-même un coup de couteau. 16h20, restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur la suite de cette enquête et cette découverte de 2 corps dans le département de la Charente-Maritime. Peut-être ceux de Leslie et de Kevin, disparus fin novembre dans les Deux-Sèvres. On parle de la suite de cette enquête des 3 hommes qui ont été interpellés, 2 mis en examen et l'autre actuellement déféré devant un juge à Poitiers. À tout de suite. 7 jours BFM. Bienvenue dans 7 jours BFM, votre magazine d'actualité en images et en débat. Tous les week-ends, l'émission de grands reportages de BFM TV. Depuis le début de la guerre, cet hôpital n'a plus d'électricité. Immersion, enquête, portrait et nos invités acteurs de l'actualité. Cette réforme, elle ne sera pas populaire, donc on passera par la rue. 7 jours BFM, tous les vendredis de 20h30 à 22h. Et tous les samedis et dimanches de 20h à 22h. En direct sur BFM TV. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Nouvelle Citroën IC4X électrique est à partir de 359 € par mois sans apport. Avec garantie et assistance offerte pendant 4 ans.
T'as bossé ton revers ou quoi? Je travaille chez arthurimo.com. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Faites le bon geste. Estimez votre bien sur arthurimo.com. Pour moi, la cuisine parfaite m'inspire et m'aide à laisser libre cours à ma créativité. Les appareils de cuisson de la génération 7000-2000 sont plus intuitifs que jamais. Des innovations révolutionnaires qui permettent de laisser libre cours à la créativité. C'est ça, la qualité en avance sur son temps. 1000 immer besser. 1893, naissance de la marque Thomson. Ensemble, nous nous sommes instruits. Ensemble, nous nous sommes construits. Ensemble, nous nous sommes unis. 2023, naissance de la centrale photovoltaïque du futur Thomson. Aujourd'hui installée chez vous par Groupe Verlaine à partir de 9 900 € pour 3 kilos. Garantie 25 ans. Rendez-vous sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comgem.fr. Comgem.fr. C'est important, .fr. Alors comment ça va au Crédit Mutuel? Ça va. J'ai même fait mon premier conseil d'administration hier. Oula, ça devait être moins rock'n'roll ça, non? Avec tous ces financiers là. Ah mais c'est pas des financiers. Ah bon? Ce sont nos clients, des clients sociétaires qui siègent au conseil d'administration. Et croyez-moi, ils s'y connaissent. Eh ben ça, j'aime bien. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. BookTok, c'est la communauté littéraire de TikTok et ça va vous faire redécouvrir la littérature. Toutes les littératures. Le manga, la romance, le thriller, les classiques. Ce livre m'a vraiment changé la vie. L'auteur m'a transporté. C'est la meilleure BD de science-fiction. Alors? Moi j'ai adoré ce bouquin. Rayonnez de vitalité avec UPSA Vitamine C. Verichic vous offre des voyages extraordinaires jusqu'à moins 70%. Vivez une expérience inoubliable et partez à la découverte du monde avec Verichic. Séjournez en hôtel de luxe et profitez d'avantages exclusifs. Inscrivez-vous gratuitement sur verichic.fr ou via nos applications iOS et Android. Comme je veux. Comme promis. Comme un rêve. Comme par magie. Comme des rois. Comme il faut. Votre conseiller store et fermeture. Vous voyez Karine sur son trampoline? Nos conseillers La Forêt remarquent aussi les combles aménagés, le triple vitrage et ce calme. Des détails qui rendent serein pour vendre sa maison. Et ça, c'est grâce à son conseiller La Forêt. Pour avancer, passez par La Forêt. Transition, la lumière sous contrôle. Transition, choisissez une couleur, créez votre style. Demandez conseil à votre opticien. Avec Ford, faites des économies à chaque plein avec la gamme hybride 85 et rencontrez le Kuga à partir de 349 € par mois pendant les moments Meet My Ford. Et voilà. Ben ouais, mais regarde où je cuisine. Je peux pas faire mieux. Tu veux pas qu'on change la cuisine aussi? Ben pourquoi pas. Aïe. Et voilà, délice des mers sur son lit de coriandre. C'est du persil? Non, non, c'est du thon. Brico Dépôt. Voyez plus grand avec nos prix dépôt.
la météo avec People & Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Installez-vous en toute sécurité devant la météo avec Modif.fr, le spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Vos prévisions pour ce week-end et ce dimanche. Après un samedi plutôt calme, assez nuageux quand même, notamment sur les régions du nord. On le voit bien ici sur cette animation satellite. On a quelques nuages également qui traînent sur le centre-est du pays. Ailleurs, c'est plutôt ensoleillé. Et puis demain matin, on va retrouver beaucoup de grisailles sur les régions du nord, des nuages bas, des pluies également qui resteront très faibles. Quelques flocons sur le nord-est. Et puis on aura ces plaques de grisaille aussi sur le sud-ouest. Ailleurs, ce sera du soleil. Attention sur le relief corse, un risque d'avalanche très élevé. C'est assez rare. Dans le courant de l'après-midi, les éclaircies vont gagner du terrain sur la majeure partie du pays quand même, mais au nord, on va quand même rester sous les nuages, même si ça aura tendance à se morceler un petit peu par rapport au matin. On aura encore quelques pluies, mais très faibles, et quelques flocons au-dessus de 500 mètres ici sur le Jura, toujours du vent en Méditerranée. Vos températures en tout début de matinée, des valeurs qui seront stationnaires, moins 5 degrés à Aurillac, on ira jusqu'à 7 degrés, ce sera pour Nice, il fera 4 degrés seulement à Paris, et dans le courant de l'après-midi, les températures ne bougent pas, toujours inférieures au normal avec 8 à Paris et 18 quand même du côté de Perpignan. C'était la météo avec People & Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo en toute sécurité avec Modif.fr, le spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. 16h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'après-midi info. Ce rebondissement dans l'enquête sur la disparition de Leslie et de Kevin. 2 corps ont en effet été retrouvés à Virson et à Puyraveau en Charente-Maritime. Les gendarmes procédaient à des fouilles après avoir manifestement obtenu des informations cruciales lors d'auditions. 2 hommes ont été mis en examen, un 3e est en cours de déferment. On fera le point dans ce journal avec Antoine Forestier sur place en Charente-Maritime, avec Chloé Giraud à Poitiers et en plateau avec Mélanie Vecchio. Pierre Palmade, pour l'instant, pas transférable en prison. Information BFM TV, le comédien doit être transféré demain du Kremlin-Bicêtre dans un autre hôpital au Plessis-Robinson. Il doit être soigné 48 heures, une semaine après son AVC. 21 blessés, dont 18 enfants en urgence relative. Bilan d'un accident de car scolaire en Isère. Les enfants rentraient de colonie de vacances, direction leur commune d'origine à Sceaux, en région parisienne. Heureusement, ils ne sont pas grièvement blessés. Ils devraient pouvoir prendre le train pour rentrer chez eux demain. À 3 jours d'une journée de grève générale contre la réforme des retraites, le bras de fer se durcit, se poursuit entre le gouvernement qui répond aux leaders syndicaux par la voix de Gabriel Attal. C'était à l'instant. Il les appelle à sortir de l'hypocrisie. Vous voulez bloquer les travailleurs, les Français. Jean-Luc Mélenchon voit la jeunesse comme une chair à canon pour ses combats politiques, dit Gabriel Attal. Tout d'abord, ces découvertes macabres donc à Puyraveau et à Virson, en Charente-Maritime. 2 corps ont été retrouvés après des fouilles. Alors, s'agit-il de ceux de Leslie et de Kevin, ces 2 jeunes disparus il y a 100 jours dans les Deux-Sèvres. Antoine Forestier, on vous retrouve. Vous êtes notre envoyé spécial sur place. Les pompes funèbres sont arrivées dans l'après-midi. Les recherches menées par les gendarmes dans toute la zone ont donc permis de découvrir 2 corps. Oui, des recherches qui s'achèvent à l'instant. Les derniers véhicules de gendarmes sont en train de quitter les lieux. Elles avaient repris ce matin aux alentours de 9h30 et commencé hier dans l'après-midi. On sait qu'un premier corps, le corps d'un homme, a été retrouvé hier dans l'après-midi et que le corps d'une femme a été retrouvé ce matin. Ces recherches, elles ont eu lieu ici, dans une zone boisée d'environ 16 hectares, à la lisière de ce petit bois, puisqu'il y a eu des informations qui ont été fournies par une des 3 personnes qui étaient placées en garde à vue cette semaine. C'est comme ça que les gendarmes ont consacré leurs recherches ici sur place. Il y avait une quinzaine de véhicules de gendarmes présents aujourd'hui, également un drone qui a été utilisé pendant de longues minutes ce matin et qui a donc
permis de retrouver 2 corps. Pour le moment, les autopsies n'ont pas pu avoir lieu. Les pompes funèbres sont arrivées il y a maintenant 1 heure et ont déjà là aussi quitté les lieux. Il y a eu également ce moment fort en début d'après-midi, le père de Kevin qui s'est rendu sur place ici. Il était en face des gendarmes qui lui ont fait comprendre qu'il ne pourrait pas accéder à la zone des recherches. Il est resté prostré face à eux et a finalement quitté les lieux, gêné également par la présence des nombreux journalistes qui étaient ici présents cet après-midi. Merci beaucoup Antoine Forestier avec Johan Chérifi donc sur les lieux des fouilles où 2 corps ont été retrouvés, Mélanie Vecchio, et la désillusion en quelque sorte pour les familles qui espéraient encore. Oui, la détresse de cette famille. Un proche nous disait que cette famille, la famille notamment de Leslie, avec laquelle on a pu parler tout au long de cette enquête, de cette instruction, cette famille est anéantie, elle est effondrée parce que, vous le disiez Loïc, elle y croyait encore, elle pensait qu'il y avait un espoir même infime de retrouver vivant à la fois Leslie et à la fois Kevin, cette famille qui a redoublé d'efforts, qui s'est mobilisée pour que justement les médias s'intéressent à Kevin, à Leslie, qui avait la belle-mère de Leslie et son père qui avait à de nombreuses reprises pris la parole dans les médias pour ne pas qu'on les oublie, pour qu'on s'intéresse à cette affaire et pour que l'enquête in fine avance. Ils avaient, je vous le rappelle, collé des affiches, notamment dans le village où ils habitaient, aux alentours également. La belle-mère de Kevin, qui, elle, avait décidé d'organiser à 2 reprises des battues citoyennes qui n'avaient malheureusement rien donné. Et justement, quand ce proche de Leslie et Kevin, cet ami, Tom T, a été placé en garde à vue, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration. Ce sont 2 termes extrêmement importants aux yeux de cette famille parce qu'ils pensaient réellement que Leslie et Kevin étaient séquestrés, étaient enlevés quelque part, mais qu'ils étaient toujours en vie. Et vous le disiez, donc, il y a un homme qui a été entendu. En tout, ils sont 3 même à avoir été auditionnés. Est-ce que c'est ça qui a permis ces derniers jours de faire accélérer l'enquête? Alors oui. Oui, c'est très clairement les auditions, l'audition notamment de cette première personne, de ce proche de Kevin et Leslie, qui a permis, en tout cas, qui a aidé les enquêteurs à voir dans d'autres directions, à aller dans d'autres directions et notamment à interpeller, à s'intéresser à ces 2 hommes qui sont l'un écroué et l'autre toujours en déferment. Ces 2 hommes, qui sont des proches de cette première personne qui a été incarcérée. Alors je vous le rappelle, Tom T, qui est l'ami chez qui il devait passer la nuit, lui est suspecté d'avoir séquestré et enlevé le couple. On peut penser donc que sa garde à vue a amené, en tout cas a découlé, a permis d'autres interpellations. Cet homme justement, l'autre homme qui a été interpellé, lui est soupçonné d'avoir participé, en tout cas est suspecté d'assassinat, c'est-à-dire qu'il est suspecté de ce crime avec préméditation. C'est ce que les enquêteurs et les juges d'instruction et le juge d'instruction pensent. Donc un acte prémédité. Cet homme, il a 22 ans. Et c'est justement dans la commune où habitent les parents de ce jeune homme qui ont été retrouvés les effets personnels, certains effets personnels de Leslie et de Kevin. Et puis il y a un 3e homme, cet homme qui est sans doute actuellement devant le juge d'instruction. On ne connaît pas à ce stade son implication. A-t-il participé à l'enlèvement? A-t-il participé au crime? On devrait en savoir plus. Peut-être avec un communiqué de presse du parquet de Poitiers dans la journée. 3e homme à Poitiers, donc c'est là que vous vous trouvez, Chloé Giraud. 3e homme actuellement au palais de justice. C'est ça, oui. Il est arrivé ici aux alentours de 12h30. Il a été transféré de Niort où il a passé 48 heures en garde à vue. Même procédé pour ce suspect que pour les 2 précédents. On l'a vu arriver avec un cortège de gendarmerie. Lui se trouvait à l'arrière d'un véhicule et il était recouvert par un drap blanc de sorte qu'on ne pouvait pas voir son visage. Ici, il va donc être présenté au magistrat instructeur qui décidera s'il engage ou non contre ce 3e suspect de nouvelles poursuites. Ce que l'on sait sur cette 3e personne, c'est qu'il s'agit d'un jeune homme de 23 ans qui est en lien avec le premier mis en examen de cette affaire. Le premier mis en examen qui est l'ami de Leslie et Kevin, chez qui il devait dormir le soir de leur disparition et qui lui est soupçonné d'avoir séquestré, voire enlevé le couple. Il a lui été placé en détention provisoire. Cette enquête autour de la disparition de Leslie et Kevin qui s'accélère considérablement depuis quelques heures, notamment avec la découverte
découverte de ces 2 corps en Charente-Maritime et donc l'audition de ce 3e suspect pourrait en tout cas permettre également d'en savoir plus sur ce qui leur est arrivé. En tout cas, on devrait savoir d'ici la fin de la journée s'il est incarcéré, s'il est placé en détention provisoire ou mis en examen dans cette affaire. Et ce sera à suivre évidemment sur BFM TV. Merci Chloé Giraud avec Grégory Jouanne en direct de Poitiers. 16h37, cette information BFM TV à présent dans l'affaire de l'accident routier provoqué par Pierre Palmade qui avait consommé de la cocaïne. Le comédien sera transféré demain après-midi du CHU de Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne où il a été examiné. Direction l'hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine pour y recevoir un traitement de 48 heures. Il n'est donc pas transférable en prison pour le moment. Un transfert du comédien pour procéder à des examens cardiaques, une semaine notamment après son AVC. Les explications d'Alain Ducardonnet, médecin cardiologue et consultant santé BFM TV. On sait qu'il y a eu un problème vasculaire puisqu'il y a eu cet accident vasculaire cérébral, donc une artère probablement qui s'est encrassée. Et on sait aussi que la cocaïne est particulièrement toxique pour le cœur. Elle est toxique pour le muscle cardiaque, elle est toxique également pour les coronaires, les artères qui irriguent le cœur. Et donc, il est tout à fait logique dans un bilan, après une période d'exposition assez prolongée, semble-t-il, à la cocaïne, il est assez logique dans ce contexte-là de vouloir faire une coronarographie, c'est-à-dire de vouloir faire un examen des coronaires. Alors, c'est une supposition, puisqu'on ne sait pas bien évidemment quel est le dossier de Pierre Palmade, mais dans la démarche médicale, pour un sujet classique, faire une coronarographie dans ce contexte d'exposition prolongée à la cocaïne est tout à fait légitime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on veut opacifier les artères du cœur pour voir si elles sont aussi encrassées, puisque celles du cerveau se sont exprimées. Est-ce qu'au niveau du cœur, les artères ne seraient pas aussi encrassées? Et si elles étaient encrassées de façon importante, éventuellement de mettre un stent, vous savez, ce petit ressort qui permet d'ouvrir les artères. Alors, pour faire cet examen, la question qui va se poser... il nécessite 48 heures, c'est ça, de traitement notamment? Oui, et surtout le problème, c'est qu'en fait, pour l'instant, il est hospitalisé donc à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Or, cet hôpital, qui a un service de cardiologie, ne dispose pas de coronarographie. Et donc, on peut imaginer que le transfert se fasse vers Marie-Lannelongue, qui, lui, a un service de cardiologie médicale et chirurgicale. Et donc là, on pourra faire cette coronarographie. Et classiquement, aujourd'hui, faire une coronarographie, ça prend en effet 48 heures. On peut même parfois la faire en ambulatoire. Mais encore une fois, c'est un examen relativement simple. Donc, on va faire cette coronarographie. Et puis, s'il y a un geste nécessaire ultérieurement, éventuellement, l'hospitalisation pourrait se prolonger. Mais c'est l'hypothèse dans le contexte actuel. Je dis bien, ça reste une hypothèse qui paraît la plus légitime dans ce contexte de bilan d'une personne qui a été exposée à la cocaïne. On en vient à cet accident spectaculaire, ce car de transport scolaire dans un ravin à Corse et dans l'Isère. Il y avait à son bord une quarantaine d'enfants. Le bilan de la préfecture fait état de 21 blessés, dont 2 en urgence absolue. Des adultes. On fait le point avec Valentin Piovesan. Le car a fait une chute de 6 mètres dans ce ravin. Il est 8h45 ce matin quand le véhicule effectue une sortie de route à hauteur de la commune de Corps. À son bord, 40 enfants et 6 adultes. L'impact s'est passé vraiment 3 secondes et il y a eu plus le choc au début. Comme on prenait le car, du coup, on s'y attendait pas du tout, vu que tout le monde se reposait. Et moi, je me suis juste réveillé au moment où il y a eu l'impact. Et ça a été le choc, du coup, pour moi, comme pour les enfants. J'entendais des cris, des hurlements, le klaxon, du coup, aussi. On était pris de peur, mais on a su bien gérer, du coup. Avec l'équipe, on a su bien gérer. Il y a eu plus de peur que de mal et voilà, et les enfants là, ils vont bien, on prend bien soin d'eux, ils ont mangé. D'après le procureur de la République de Grenoble, tous les enfants avaient bouclé leur ceinture de sécurité. Dépêchés sur place, 90 sapeurs-pompiers du SDIS de l'Isère et 2 hélicoptères ont pris en charge les nombreuses victimes. Nous dénombrons 2 personnes en urgence absolue, donc blessées gravement, et 19 personnes blessées plus légèrement. Des enfants qui revenaient d'une colonie de vacances, ils devaient rejoindre la gare de Grenoble. Désormais hébergés dans cet hôtel, le temps d'organiser leur rapatriement. Nous attendons un car qui va les redescendre sur l'agglomération grenobloise et demain matin, ils reprendront le train en direction de leur ville d'origine en région parisienne. Une enquête a été ouverte et confiée aux gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière de l'Isère. Selon les premiers éléments, le conducteur aurait été victime d'un malaise.
Autre actualité, la contestation contre la réforme des retraites. Dans les rues pour ce mardi de grève générale annoncé comme noir, le renseignement territorial prévoit entre 1,1 million et 1,4 million manifestants dans plus de 300 mobilisations dans toute la France. La grève qui a déjà commencé dans le secteur de l'énergie depuis hier et qui devrait être rejointe demain dans les raffineries. Alors avec des grèves dans les transports ou encore dans l'éducation mardi, comment avez-vous prévu de vous organiser pour aller au travail, pour garder les enfants? Anne-Sophie Varmont, Camille Martin sont allés à votre rencontre et à Saint-Étienne, le récit de Milan Argelas. Margot craint une grève reconductible dans les transports qui pourrait durer. Alors, elle préfère ne rien prévoir la semaine prochaine et remplir un maximum son emploi du temps jusqu'à mardi. Sachant que je ne suis pas véhiculée et que vu que j'habite en centre-ville, je fais tout avec les transports. Si je ne les ai plus, je suis coincée. Avec un bébé, on ne peut pas sortir et se retrouver coincé en plein milieu de la grève. Il suffit qu'il ait faim ou autre chose et ça va être compliqué. Donc je préfère anticiper, faire les choses maintenant. Au moins comme ça, je suis tranquille après. Pour Zina, la dernière interrogation sur son organisation porte sur la possible fermeture de l'école de ses enfants. On ne sait pas si l'école fait grève. On va voir ce qu'il en est. Je pense que ce sera lundi où ça va être, la décision va être prise. Face à la grève, certains vont privilégier le télétravail. Un luxe dont ne bénéficie malheureusement pas Gwendoline, auxiliaire de vie dans un EHPAD. Mon travail, en fait, là, ce jour-là ne me le permet pas parce qu'on va fêter les anniversaires des résidents. D'autres avaient l'intention d'aller manifester, mais ne peuvent pas faire l'impasse sur une journée de travail. J'aurais pu aller manifester, mais là, je peux pas parce que le travail, c'est important. Et vous pouvez pas perdre une journée salariée? Je peux pas me le permettre. Je vais aller au boulot à pied ou en vélo. Il faut compter 1 heure, je pense. Le ministre des Transports parlait cette semaine d'un 7 mars extrêmement difficile dans les transports publics. D'autres secteurs comme l'énergie ou encore l'éducation devraient être fortement impactés. Le bras de fer se poursuit, le ton se durcit entre le gouvernement et les leaders syndicaux. Gabriel Attal leur a répondu, c'était en direct sur BFM TV. Vous voulez bloquer le pays, mais ce sont les Français que vous allez bloquer. Vous voulez bloquer l'économie, ce sont les travailleurs que vous allez mettre à genoux. Il s'en est pris aussi à Jean-Luc Mélenchon. Écoutez. Jean-Luc Mélenchon, il voit la jeunesse comme la chair à canon de ses combats politiques, depuis toujours. Il les envoie comme ça, il les mobilise, il se dit il faut les envoyer au front pour des combats politiques personnels qu'ils mènent. C'est ça le sujet. Moi je le dis, la jeunesse, ça serait la première victime de l'absence de réforme des retraites. Ce seraient des générations qui, pour certaines, après avoir cotisé, ne pourraient pas se voir verser une pension de retraite de la sécurité sociale. Il y a de plus en plus de pensions de retraite à payer. Parce qu'on vit plus longtemps et c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y avait 12 millions de pensions à payer chaque mois au début des années 2000. Il y en aura 20 millions à payer dans les années à venir. C'est un doublement sur une génération. Et donc si on veut que ce système continue à fonctionner, que les jeunes d'aujourd'hui, quand ils seront retraités demain, puissent recevoir une pension, il faut faire une réforme. Et en disant l'inverse, Jean-Luc Mélenchon, il ment à la jeunesse. Bonjour Arthur Delaporte, vous êtes député NUPES, Parti Socialiste du Calvados. On aimerait entendre votre réaction justement à ces propos du ministre délégué en charge des comptes publics qui a donc dit que pour Jean-Luc Mélenchon, les jeunes n'étaient que de la chair à canon pour ses combats politiques. Bon, écoutez, je suis pas membre de la France Insoumise, donc voilà, je ne vais pas forcément commenter les propos de Gabriel Attal sur Jean-Luc Mélenchon. Juste pour dire que ceux qui vont perdre à cette réforme, c'est évidemment les jeunes. Donc on peut comprendre que les jeunes soient mobilisés, qu'ils soient dans la rue. Et je ne pense pas, en tout cas moi je ne connais pas de jeunes qui répondent aux ordres de Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez savoir ce que je pense. Donc voilà, la jeunesse est mobilisée, mais il n'y a pas que la jeunesse qui est mobilisée. Les premiers à perdre sur cette réforme des retraites, c'est les 50-60 ans. Et je peux vous dire qu'eux aussi, ils seront dans la rue le 7 mars prochain. Donc moi je considère que le ministre Gabriel Attal, quand il a ce type de propos assez agressifs à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi méprisant à l'égard des Françaises et des Français, en disant que voilà, ceux qui vont manifester le 7 mars vont mettre des travailleurs à genoux, c'est finalement un propos qui est irresponsable de la part d'un ministre qui promeut une réforme qui, elle, mettra des travailleurs à genoux en les faisant travailler 2 ans de plus. C'est ça la réalité aujourd'hui et la réalité de ce qui fait que les gens se mobilisent. Vous pouvez comprendre aussi qu'il y a cette préoccupation pour ce mouvement de grève générale annoncé. Alors certains syndicats aimeraient qu'ensuite il se poursuive et soit reconductible de jour en jour à partir de mardi prochain. Mais c'est vrai, Gabriel Attal disait, les cols blancs, eux, ça ne va pas les perturber. Ils peuvent faire du télétravail. Ceux qui vont trimer, ceux qui vont galérer à aller au travail parce qu'il n'y aura pas de transport, parce que ça sera compliqué, ce sont les travailleurs de base, ceux qui travaillent dur et ne gagnent pas forcément beaucoup.
Mais il faut remettre aussi cette mobilisation dans son contexte. Aujourd'hui, c'est un gouvernement qui a fait une réforme dont les Français ne veulent pas, pour lesquelles les Français se sont mobilisés. Il y a déjà eu des de manifestations inédites d'une ampleur sans précédent, et le gouvernement a fermé les yeux. Donc le mouvement social a choisi, l'intersyndicale dans toute son unité a choisi de durcir le mouvement. C'est parce que le gouvernement fait la sourde oreille. Le gouvernement a refusé le débat au Parlement, il refuse d'entendre la rue. Et finalement, moi je comprends les syndicalistes, les Françaises et les Français qui se disent qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour enfin être entendu. Donc oui, il va y avoir des difficultés, mais vous savez, ces fameux travailleurs à genoux, ceux qui trinqueront, c'est ceux qui vont subir la réforme parce qu'ils vont payer de leur vie le coût de cette réforme. Donc moi, je demande un peu de patience aux Françaises et aux Français. Je leur demande surtout de se mobiliser parce que c'est leur mobilisation, c'est notre mobilisation collective qui pourra faire reculer le gouvernement et qui pourra protéger nos vies et surtout protéger la vie des plus fragiles et de celles et ceux qui trinquent aujourd'hui dans les métiers les plus difficiles, qui trinqueront demain avec un report de l'âge légal de 2 ans. À votre avis, est-ce qu'il faut que la grève qui va donc reprendre ce mardi 7 mars soit reconductible? Est-ce qu'il va falloir continuer ainsi de mettre la pression sur le gouvernement pour qu'elle cède? Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement, aujourd'hui, n'a pas entendu les mobilisations ponctuelles. Donc, c'est l'intersyndicale qui décidera si cette grève doit être reconductible ou non. Moi, je ne suis pas syndicaliste, je ne suis pas leader social, je suis parlementaire. Je fais mon travail à l'Assemblée nationale d'opposition à cette réforme et je continuerai quand elle reviendra à l'issue du Sénat. Mais le gouvernement peut toujours choisir de mettre fin à ce supplice de Tendal en retirant la réforme. Nous, on n'a qu'une demande. Retirer la réforme, elle n'est pas nécessaire, contrairement à ce que disait par ailleurs M. Attal à l'instant. Merci beaucoup, merci Arthur Delaporte d'avoir été notre invité porte-parole du groupe PS à l'Assemblée nationale, d'avoir été notre invité sur BFM TV. En bref, cette information concernant le Salon de l'agriculture, c'est le dernier jour, vous le savez, à Paris. Eh bien, il a dû fermer ses portes il y a un quart d'heure maintenant, 2 heures plus tôt que prévu, pour des raisons de sécurité face à un afflux bien trop important de visiteurs. Aucun nouveau visiteur n'était donc autorisé à pénétrer depuis 16h30. C'est ce qu'ont annoncé les organisateurs, forts de son succès. Normalement, quand même, la dernière journée devra reprendre normalement. Ça sera demain, dimanche, à partir de 9h du matin, l'ouverture des portes. 16h48, tout de suite on en vient à ces 25e et 26e féminicides depuis le début de l'année. Selon le collectif féminicide.fr, l'un à Amiens, dans la Somme, où une femme a été retrouvée morte sur le parking d'un hôtel, poignardée d'un coup de couteau asséné par son ex-compagnon. Et puis un autre féminicide en Gironde, cette fois-ci, où le corps d'une cinquantenaire a été retrouvé, lardé de coups de couteau, à son domicile de Saint-Laurent-d'Ars, c'est près de Bordeaux. Anne-Laure Bance, vous êtes sur place. Le principal suspect, c'est son ex-conjoint. Il a déjà été condamné pour des faits de violence. Il s'est donné la mort. La femme avait pourtant porté plainte 2 fois récemment. Oui, tout à fait. La victime âgée de 54 ans qui s'était séparée de son ex-conjoint à la mi-janvier avait, vous le disiez, porté plainte à 2 reprises, le 5 et le 25 février dernier auprès de la gendarmerie. Mais cela n'a pas suffi. Hier, son ex-compagnon se présente à son domicile juste derrière nous. Il s'introduit par effraction en brisant l'une des fenêtres d'une chambre située à l'arrière de cette maison. L'homme poignarde alors violemment son ex-compagne à plusieurs reprises, notamment au niveau de la gorge et de l'abdomen, entraînant sa mort. À l'arrivée des gendarmes sur place, ils découvrent le corps sans vie de cette femme âgée de 54 ans, ainsi que celui du principal suspect dans cette affaire qui s'est pendu dans le garage qui était lui aussi, ce garage verrouillé. L'homme est connu de la justice. Il avait déjà été condamné en 2006 à 20 ans de réclusion criminelle pour une tentative d'assassinat sur une ancienne conjointe. Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'une enquête auprès de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Merci beaucoup Anne-Laure Bance avec Juliane Roland pour BFM TV. Dans un instant, BFM Story Weekend avec Sonia Carnero qui revient bien sûr sur le dernier rebondissement dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin, puisque 2 corps ont été retrouvés hier soir et ce matin par les gendarmes qui ratissaient la zone. On rappelle également que 3 hommes ont été interpellés, 2 sont déjà mis en examen. Merci, bon après-midi, on se retrouve demain. À demain.